Chers amis du Dialogue franco-russe, vous êtes presque 110 000 abonnés sur notre chaîne et c'est votre succès. Malgré plusieurs accusations contre notre association, sachez que nous dépendons et vivons grâce à vos dons et cotisations. Vous êtes nombreux à nous suivre, partager, analyser, commenter nos contenus. Si chacun d'entre vous fait un petit don, sachez que ça peut constituer le budget annuel de notre association. Je compte sur vous comme vous comptez sur moi. Nous sommes là pour maintenir le dialogue franco-russe parce que nous croyons à l'avenir de nos relations entre la Russie et la France. Bonjour Harry Roux. Bonjour Irina. Vous êtes officier général issu des troupes de marine, saint-syrien, breveté de l'école supérieure de guerre, docteur d'État en sciences politiques. Vous avez présenté votre ouvrage « Dieu n'a pas béni l'Amérique au dialogue franco-russe ». J'invite tous nos auditeurs à revoir cette vidéo si vous n'avez pas encore vu. Moi, je vais commencer par la dernière, notre échange d'aujourd'hui. D'ailleurs, je vous remercie d'être là pour le dialogue franco-russe avec notre public. Je vais commencer notre échange par la dernière déclaration du président Poutine qui parlait, en fait, sur sa chaîne Telegram, je crois, Kremlin, qui parlait du conflit direct qui pourrait être entre les pays européens ou les pays de l'OTAN et la Russie, puisque pour lui, si les pays de l'OTAN rentrent dans un conflit direct avec la Russie, ça va changer toute la nature du conflit. Et je vais citer, et dans ce cas, nous allons prendre les décisions correspondantes en fonction des menaces qui nous seront faites. Que pensez-vous? Est-ce que nous sommes rentrés dans la phase de la troisième guerre mondiale qui est nucléaire? Oui, alors bien évidemment, depuis le début de ce conflit, il y a ce que l'on peut appeler le risque nucléaire au cas où un des belligérants irait trop loin. Je crois qu'il faut s'inscrire aussi dans une dialectique entre l'OTAN, et surtout les États-Unis, et la Russie. L'Ukraine n'étant là que le théâtre d'opération. Je crois que ni les uns ni les autres n'ont l'intention d'aller trop loin. Mais il faut savoir quelle est la limite. Quelle est la limite? À quel moment on dépasse ce qui peut être accepté par l'un ou par l'autre? Donc le président Poutine est en train de dire, voilà, là vous êtes allé déjà suffisamment loin, il faut arrêter. Je parle à titre d'exemple du dernier missile, du projet de livraison aux Ukrainiens du missile JASM, qui est en fait un missile relativement banal parmi les missiles modernes. Les Français et les Britanniques ont déjà livré le Scalp pour les Français et le Storm Shadow pour les Britanniques. Mais ce missile, et c'est probablement à ça que faisait allusion le président Poutine, ce missile a des caractéristiques particulières. La première des caractéristiques, c'est qu'il est américain. Oui, et il ne peut être lancé à l'heure actuelle que par des avions fabriqués par les États-Unis, le F-16. Le F-16. On voit bien, bon, des F-16, il y en a un peu partout. Mais il y en a notamment en Pologne, il y en a notamment en Ukraine, et puis il y a des forces américaines qui sont en Roumanie et qui ont des F-16. Donc on peut imaginer, mais ça c'est de l'imagination, et on est toujours dans le cadre de la dialectique, on peut imaginer, et les Russes et le président Poutine en particulier, qu'un tel missile soit lancé, et qu'on ne sache pas quelle est l'origine. Qu'est-ce qui peut différencier un F-16 américain d'un F-16 ukrainien? Donc c'est là la grosse inquiétude que l'on puisse avoir.
Pourquoi les deux autres missiles n'ont pas posé problème? Je crois que les Ukrainiens attaquent le sol russe, mais ils le font dans le cadre d'une riposte à la Russie. Hein. Et dans la loi des conflits, si tant est qu'il y ait des lois, ça paraît légitime. Mais les deux missiles de croisière, français et britanniques, c'est à peu près les mêmes, ont une caractéristique qui nécessite pour leur mise en œuvre la présence des gens ou de ceux qui connaissent, qui ont été formés par les constructeurs. Donc, vous voyez ce que je veux dire, de gens qui sélectionnent les objectifs. Ce qui ne serait pas du tout le cas avec le missile de croisière états-unien, qui lui joue sur la furtivité. Il est lancé beaucoup plus haut que les deux missiles franco-anglais. Et donc les constructeurs ont essayé de le rendre furtif. Et il peut être mis en œuvre par les Ukrainiens eux-mêmes, sans en référer à quiconque, à partir du moment où ils auraient ce missile. C'est là que le président Poutine a dit stop. Et c'est tout à fait, à mon sens légitime. Hein, parce que les Ukrainiens sont dans un engagement militaire qui n'est pas celui de l'OTAN, ni celui des puissances qui aident l'Ukraine en matière d'armement, en matière financière, etc. etc. Voilà, je ne pense pas que l'on soit au bord de la Troisième Guerre mondiale. Mais en revanche, si le président Poutine considère qu'il y a une provocation de trop, c'est ça en fait la question. Est-ce qu'il va utiliser l'armement nucléaire? Vous savez que sa doctrine a évolué. La doctrine nucléaire a évolué. On peut, quand les intérêts russes sont directement menacés, engager le feu nucléaire. Je ne crois pas qu'il le fasse, pour des raisons que l'on peut développer, mais que tout le monde imagine. Hein. Ne serait-ce qu'une bombe nucléaire, une bombe atomique explosant en Centre-Europe, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Donc il y aura probablement, parce que tout est dans tout et réciproquement, dans le monde d'aujourd'hui, il y aura des mesures de rétorsion ailleurs, contre les intérêts américains, hein, contre peut-être indirectement l'armée des États-Unis, qui est présente partout. Vous savez qu'ils ont 800 bases dans le monde, alors plus ou moins grandes, mais 800 bases, et des intérêts un peu partout. Donc c'est ce type d'avertissement que le président Poutine a donné, et il est dans son rôle, hein, dans son rôle. Si on revient à cette décision américaine, permission, comme disent, permettre aux Ukrainiens donc d'utiliser les armes occidentales pour frapper la Russie. Est-ce que cette décision serait prise en lien avec la potentielle victoire de Donald Trump et la frénésie de l'État profond? Alors d'abord, pour vous, oui, vous avez raison de faire le lien. Je crois qu'on n'est pas encore à la livraison de ce type de matériel. Les États-Unis sont prudents. Il y a des faucons, bien sûr. Il y a ceux qui imaginent une guerre totale. C'est des délirants, hein, des gens qui n'imaginent pas ou ne veulent pas imaginer les conséquences d'une telle guerre, où ils pensent peut-être que la Russie reculera. Ce qui est faux. Ce qui est faux, parce que la Russie a toujours fait ce qu'elle disait. Enfin, le président Poutine a toujours fait ce qu'il disait. Mais il y a donc une réticence à livrer, et puis il y a aussi une gradation dans les capacités de ce missile. Il a la portée du missile français, du missile britannique, allez, 350 km. Hein. Mais il pourrait aller jusqu'à 800 km. Donc, si les Américains livrent ce matériel, je pense qu'ils livreraient l'engin le moins performant possible. Mais je répète,
Le risque est quand même de l'ignorance de l'origine du lancement. Alors, est-ce que les élections aux États-Unis jouent un rôle? Très sincèrement, oui. Très sincèrement, oui, mais peut-être pas dans le sens que vous imaginez. Je crois que aussi bien Kamala Harris que Donald Trump ont intérêt pour l'instant à temporiser parce qu'ils sont en campagne électorale. Et il ne faut pas croire, mais la guerre en Ukraine, elle n'est pas convaincante pour le peuple des États-Unis. Donc il y a une compétition entre ce que l'on peut appeler l'État profond, hein, et puis le besoin d'élire un candidat conforme à l'intérêt de cet État profond. Si, prenons les deux exemples, si Kamala Harris est élue, il est évident qu'il y aura d'une certaine manière, mais d'une certaine manière seulement, une prolongation de ce que l'équipe Biden a fait en Ukraine. Mais il va falloir installer une administration, il va falloir revoir un certain nombre et c'est peut-être aussi ça sera peut-être aussi le moment de revoir toute la géopolitique états-unienne. Et donc, il y aura de l'eau qui aura coulé sous les ponts avant que quoi que ce soit puisse être fait. Si nous prenons le cas de Donald Trump a dit, lui, moi j'arrête la guerre en 24 heures. C'est ça, hein, c'est évidemment une phrase à l'emporte-pièce, comme ce personnage sait en produire, mais il n'est pas favorable à la poursuite de ces opérations. Comme il n'est pas favorable non plus à un OTAN qui dépend exclusivement des finances états-uniennes. Il voudrait une participation des pays européens. Donc, je pense que si lui est élu, pareil, il y aura une administration qui se mettra en place. Il va falloir adapter la géopolitique des États-Unis, qui ne sera probablement plus tout à fait la même. Et ça laisse quelques mois. Et là aussi, il y a de l'eau qui coulera sous les ponts. Si vous voulez, nous pouvons parler des autres membres de l'OTAN, si ça... Oui, bien sûr, hein, certainement. Bon, alors, si on regarde l'ensemble, tous les pays de l'OTAN sont en crise. Pas uniquement à cause de l'Ukraine, qui a été une faute majeure de la part des États-Unis, ça on le sait. Hein. L'engagement dans ce conflit, voulu par les États-Unis, manipulé par la CIA, par Victoria Nuland, par tous ces personnages que l'on connaît, ça a été une faute, avec une mauvaise analyse de l'adversaire. Ils ont considéré que la Russie était pleinement l'héritière de l'URSS, dans un certain sens, oui, mais pas dans la situation économique, dans la situation politique et dans la mentalité. On est revenu à la mentalité russe d'avant 17. D'avant 1917. Donc, il y a un héritage qui est aujourd'hui mis en avant, mis en exergue. Donc la Russie n'a pas été analysée correctement par les États-Unis. Et les Européens ont suivi. Mais ils ont suivi avec les conséquences que l'on connaît, hein, les conséquences économiques, le pétardage de Nord Stream 2 qui a privé l'Allemagne de gaz à bon marché, et qui est à l'origine très probablement de la crise économique qui s'est répercutée sur la France et sur d'autres. Mais il y a aussi des problèmes intrinsèques aux pays de l'Alliance. Regardez ce qui s'est passé récemment, ces jours derniers, en Angleterre. Des manifestations considérables, une perte de repères de la société anglaise d'origine, et les médias ont voulu apaiser, ont voulu
diminuer l'impact de la chose, mais en fait, c'est une crise très profonde et très réelle. Croyez-vous qu'un pays comme l'Angleterre, qui est pourtant l'allié principal et le suiveur, enfin, qui fait le suivisme très collé serré des États-Unis, puisse se permettre un approfondissement du conflit. Déjà, l'Angleterre. L'Allemagne, on y reviendra. La France, bon, la France, vous connaissez, hein, elle est en crise sociale, en crise politique majeure, et vous croyez qu'elle peut, et puis elle a les mêmes problèmes que l'Angleterre, hein, vous croyez qu'elle peut se permettre de rentrer dans un conflit plus dense? Sûrement pas. Quant à l'Allemagne, j'y reviens. C'est l'allié principal sur le continent des États-Unis. Les Allemands ont accepté, parce qu'ils y trouvent leur intérêt, ils ont retrouvé leur ambition de puissance, et pour l'instant, il faut, dans leur analyse politique, qu'ils soient les principaux alliés des États-Unis, sur le continent, je répète. Mais qu'a dit le chancelier Scholz à Ramstein? Alors Ramstein, c'est pas neutre. Ramstein, c'est la principale base des États-Unis en Europe. Hein. Et il était en déplacement sur cette base il y a quelques jours, ça devait être au début du mois, je ne sais plus exactement quand, ça devait être le 8 ou le 9 septembre. Et il s'est déplacé à Ramstein avec Zelensky. Et il a dit très clairement, il faut arriver à des négociations de paix. Il l'a dit clairement avec la Russie. Pourquoi? Parce que l'Allemagne, elle est dans une situation extrêmement grave. Et lui, en tant que chancelier, n'est pas sûr de son avenir. Alors, il a imaginé qu'il y ait prochainement une conférence sur la paix en Ukraine. Avec la Russie, cette fois-ci. Avec la Russie, ce qui n'avait pas été le cas à Zurich, ça devait être au mois de juin. La Russie n'avait pas été invitée. Mais là, elle serait invitée. Bon, et ça manifeste aussi. Bon, vous avez le panorama, la situation de tous ces pays qui sont en crise. Et vous avez, au travers de ce que vient de dire Scholz, probablement l'expression de ce que la plupart des chancelleries, la plupart des gens qui réfléchissent pensent à propos de l'Ukraine. Alors maintenant, qui a la main? Eh ben, c'est le président Poutine. Est-ce qu'il a intérêt à négocier maintenant? Ça, c'est la question. Et les bases de la négociation, telles qu'on peut les lire, c'est exactement ce qu'il a demandé. La Crimée, c'est russe, c'est indubitable. C'est indubitable. Nous autres Français, nous le savons parfaitement. On est allé se battre là-bas en 1850 et quelques, hein, avec les Anglais. Et c'était contre le tsar qui avait ambition de déboucher sur la Méditerranée. Donc on sait que la Russie est en Crimée et que c'est à elle. Le Donbass, il faut se revenir en arrière en 2022 et même avant, en 2014, quand, je ne vais pas refaire l'historique bien sûr, mais quand les Russes et russophones du Donbass étaient soumis à des bombardements de la part de l'armée de leur pays, parce que l'Ukraine c'était leur pays, c'était quand même quelque chose d'anormal. Et quand l'armée russe est intervenue, eh bien, elle est rentrée dans le Donbass. Voilà. Et donc, c'est l'avenir de ces républiques qui va être en cause. Et ce qui est demandé, c'est que cette zone du Donbass soit reconnue comme russe ou russophone avec un statut particulier, et que l'Ukraine, ce qui serait tout à fait conforme
à la vision initiale, donc avant-guerre, des Russes, et puis d'un certain nombre de commentateurs, soit neutre. Soit neutre. Voilà. Donc c'est lui qui a la main. Il peut continuer parce qu'il est en train d'hacher menu l'armée ukrainienne, qui a subi probablement des pertes considérables. Il faudra attendre très vraisemblablement la paix pour savoir combien de dizaines ou de centaines de milliers de malheureux soldats ont été tués. Mais l'Ukraine qui est confrontée là à une débâcle enfin, qui est lente, mais qui est quand même réelle. Donc il peut, lui, arrêter le conflit quand il veut, mais il peut le prolonger tant qu'il considérera que les conditions ne sont pas réunies pour que ce qu'il demande, hein, et ce qui était demandé avant, hein, soit aux accords de Minsk, par exemple, Minsk 1 et Minsk 2, ça avait Sauf été que accepté. Zelensky ne veut pas revenir à cet accord, à ces accords, si vous voulez. Ça sera l'objet des négociations, mais à partir du moment où on entrera dans la phase de négociation. Et plus les armées russes avanceront, et plus il sera difficile à Zelensky de refuser une solution conforme à ce que Moscou souhaite. Soit de poursuivre son action complètement suicidaire. Alors, ça serait une action suicidaire. Et là, je pense que ses alliés otaniens diront stop, pour des raisons d'évidence, parce que ils perdront les Russes, les Ukrainiens perdront sur le terrain, et puis parce que les Occidentaux ne voudront pas continuer à alimenter en matériel, en argent, un pays qui, de toute façon, courra à l'échec. Hein, c'est à fond perdu, tout ça. Quand vous évoquez les pays d'OTAN, les pays européens en crise, certes, vous évoquez également le rôle des médias. Vous avez regardé le dernier duel entre Trump et Kamala Harris, et là je reviens aux élections. Le sujet quand même qui reste important dans les mois qui viennent, le rôle des médias justement pendant la couverture de ce duel. Et est-ce que vous avez suivi l'opinion du peuple américain? Parce que ce qu'on voit dans les médias mainstream, le personnage principal, c'est Kamala Harris. Exactement, on sait pourquoi. Mais peut-être il y a quelques nuances, justement. Alors, je vais faire un parallèle avec ce que les médias disent du président Poutine. On a dit qu'il avait un cancer, qu'il était Alzheimer, enfin bon, bref, des tas de choses, et que le peuple russe était sur le point de se révolter. Ce sont les médias occidentaux qui ont dit ça, les médias occidentaux. Mais quand vous regardez les sondages, c'est quelque chose d'assez objectif. Bien, le peuple russe soutient le président Poutine. Donc il y a une dichotomie entre ce que disent les journaux occidentaux et le soutien réel, concret du peuple russe au président Poutine. S'agissant de ce qui se passe aux États-Unis, c'est évident, la presse grand public, la presse sous le contrôle de ce que j'appelle la caste, hein, que d'autres appellent d'une manière différente, mais ce monde anglo-saxon, finance anglo-saxonne et autres, ce monde évidemment, qui détient la presse, n'a pas intérêt à ce qu'un certain nombre de modifications apparaissent, se fassent. Et donc, Kamala Harris apparaît comme le candidat le plus conforme à ce que cette caste souhaite. Pour ça, il ne faut pas s'étonner que les médias états-uniens, dans leur majorité, soutiennent, avec plus ou moins de discrétion, mais soutiennent quand même cette candidate. Mais c'est pour ça que je faisais la comparaison.
Mais quand vous voyez les sondages, hein, Donald Trump bénéficie du soutien populaire, du soutien massif. Alors il n'a peut-être pas toute l'intelligentsia, hein, mais ça c'était un peu connu déjà, hein, mais il est soutenu. Alors bon, on voit le rôle des médias en Occident et on voit ce qui se passe même dans notre pays, en France, où il y a ce que l'on peut appeler une doxa, qui pratique une sorte d'endoctrinement. C'est de la martothérapie. J'en parle dans un de mes bouquins, hein, ou dans un de mes articles. On endoctrine, on croit pouvoir endoctriner le peuple, mais le peuple, vous savez, il n'est pas aussi banal ou aussi béné que certains voudraient le dire. Donc, c'est une élection qui est ouverte et qui risque de faire évoluer les choses, quel que soit le candidat, hein. Mais je crois que l'Occident, pour prolonger un peu la question, est dans une très mauvaise situation. Une très mauvaise situation. Parlant de la mauvaise situation économique européenne, je vais vous lire le titre du Figaro du 13 septembre. À la grande joie de Moscou, l'Europe peine encore à se passer du gaz naturel liquéfié russe. Donc l'Europe a importé 14 millions de tonnes en provenance de Russie fin 2022 et en 2023. Oui, c'est une évidence. C'est une évidence. Bon, on ne va pas gloser sur la destruction partielle du gazoduc Nord Stream 2, hein. Mais il faut savoir à qui profite le crime, hein. L'Allemagne s'est retrouvée dans une situation industrielle difficile, n'ayant plus le gaz bon marché venu de Russie. On a évoqué cet aspect il y a quelques minutes. Mais le gaz russe arrive toujours. Il arrive par l'Inde, par le Moyen-Orient, mais évidemment, il est beaucoup plus cher. Et puis, qu'est-ce qu'on importe aussi? On importe du gaz venu des États-Unis sous forme liquide, qui est évidemment du gaz de schiste, et beaucoup plus cher. Donc l'économie allemande, qui dépendait énormément du gaz russe, se trouve en difficulté. Et derrière tout ça, il ne faut pas s'étonner que le chancelier Scholz veuille aller au plus vite vers une négociation de paix. Et oui, parce que qui dit négociation de paix dit aussi rétablissement de relations. Et je ne vais pas vous apprendre que les relations entre la Russie et l'Europe occidentale devenaient de plus en plus denses, de plus en plus étroites, et que ça ne plaisait pas à certains. C'est vrai, je confirme. Est-ce que les populations européennes comprennent que cette guerre pour l'Ukraine, ce n'est pas leur guerre? Puisque les médias sont omniprésents et on a parlé tout à l'heure, la manipulation, elle est quand même assez importante. Oui, alors je ne saurais vous dire. En tout cas, ce n'est pas le sujet de préoccupation essentiel en France. Les Français sont préoccupés par l'insécurité, hein, ils sont préoccupés par le pouvoir d'achat, ils sont préoccupés par la situation politique, mais l'Ukraine, c'est pas un sujet majeur. On leur a dit que c'était une guerre pour la liberté, pour tout ce qu'on voulait. Ça n'a pas pris, hein, ça n'a pas pris. Maintenant, le jour venu, il faudra bien leur dire, et alors ça sera extrêmement difficile, qu'on on leur a raconté des histoires, hein. Que l'Ukraine, par exemple, c'est le pays le plus corrompu après le Kosovo. C'est pas moi qui le dis, hein. C'est l'OCDE, c'est toutes les enquêtes, hein, etc. Que l'Ukraine, cette guerre, ça a été une manipulation des États-Unis pour telle et telle raison. Mais comment voulez-vous dire ça aujourd'hui?
Ça n'est pas possible, ça ne passerait pas. Il y a eu un tel endoctrinement. Bon, ça a été lent, ça a été. Et puis on vous a présenté des tas de commentateurs qui tous disaient la même chose. Il faudra pourtant le jour dire, ben voilà, la Russie, elle n'était pas en tort. Elle avait peut-être des raisons de rentrer en février 2022 dans le Donbass. Voilà. Selon Scott Ritter, que vous connaissez, l'OTAN perd énormément de soldats en Ukraine. Il y a beaucoup d'informations sur les chaînes Telegram, dans différentes sources, sur les pertes en général. Est-ce qu'on a des chiffres fiables? On doit attendre la fin. Est-ce qu'on peut dire, ben voilà, les Ukrainiens ont perdu du temps, les Russes ont perdu du temps, l'OTAN a perdu du temps? Ou c'est très tôt, on ne peut pas en parler? Je pense que c'est beaucoup trop tôt. On n'a pas de chiffres. Bon, on a eu on a évoqué plusieurs centaines de milliers de morts du côté ukrainien. Du côté russe, curieusement, on n'a pas ce type d'information. Ils perdent des hommes aussi, hein. Mais à mon avis, beaucoup moins, parce qu'ils sont économes de leurs troupes. Ce que Zelensky ne fait pas, alors que son pays est dans une situation démographique peut-être plus terrible que la Russie. Donc, on ne peut que faire des suppositions. Alors, peut-être certains services ont des renseignements que je n'ai pas, mais c'est vrai que l'armée ukrainienne est dans une situation extrêmement délicate et a perdu énormément de monde, hein. Quand on lit, quand on a des informations, 1000 hommes par jour, vous vous rendez compte, c'est considérable. Alors la Russie, si on se place au plan géopolitique, la Russie n'a pas intérêt comment dire, à engager des offensives majeures. Elle pourrait, mais elle serait sanglante. Et la Russie, ben, hache, c'est ça, hein, c'est hache les troupes ukrainiennes et continue à avancer, Vous allez peut-être me parler de l'affaire de Koursk, hein. Ouais, c'était l'une des questions de toute façon, puisqu'on a déjà parlé avec les différents experts il y a 3 semaines, puisque aujourd'hui, certains experts ne comprennent pas, et même peut-être les Ukrainiens eux-mêmes regrettent d'avoir engagé cette stratégie. Quelle était cette stratégie? Alors bon, il y a plusieurs explications. À mon avis, c'est aberrant. C'est aberrant. Je suppose, d'abord, les informations que j'ai, ce seraient les Anglais qui auraient imaginé cette affaire. Mais les Anglais, c'est les coups tordus, hein. Bon, ils visaient sans doute la centrale de Kursk, la centrale nucléaire de Kursk. C'est vrai que ça aurait été un bel otage. Mais bon, ça a mal été anticipé, mal été calculé. On n'a pas, une fois de plus, analysé l'adversaire, c'est-à-dire l'armée russe, qui est quand même résiliente et qui sait réagir. Et ça, c'est une première théorie. La deuxième théorie, elles peuvent d'ailleurs être complémentaires, c'était alléger la pression sur le Donbass et donc amener les troupes russes à basculer sur Kursk. Là aussi, il aurait fallu une attaque massive, hein, en direction de Kursk. Ce n'était pas possible, ce n'est pas avec les quelques milliers d'hommes qui ont été engagés que les Russes allaient alléger leur pression sur le Donbass. Donc, il est très difficile de trouver une intention intelligente dans cette affaire. Là, ça va être réglé dans les semaines qui viennent, hein. Les Russes ont réagi et puis ça n'aura servi à rien qu'à montrer peut-être davantage la faiblesse de l'armée ukrainienne. Oui, parce que quand vous essayez d'engager une opération de diversion comme ça, c'est que vous n'êtes pas à l'aise sur le front principal. Voilà, c'est tout ce que je peux dire, hein, parce que ça me paraît tellement
mal conçue, avoir été mal conçue cette affaire, que bon, je ne vois pas d'explication logique. Car vous avez présenté votre livre Dieu n'a pas béni l'Amérique. Vous avez bien expliqué le stratagème américain pour la domination mondiale. On en a parlé à plusieurs reprises avec plusieurs experts. Je ne veux pas revenir là-dessus, mais aujourd'hui, si vous analysez cette domination économique, culturelle surtout, quel reproche vous faites aux Européens? Le reproche que je pourrais faire aux Européens, c'est de faire du suivisme. Ils n'ont aucune ambition par eux-mêmes. L'Union européenne n'est qu'une succursale des États-Unis. Et les États-Unis sont mal en point. Et l'Union européenne, parce qu'elle suit les États-Unis, c'est vrai, mais aussi par elle-même, est très mal en point. Il y a des dissensions, il y a des oppositions. Vous avez des gens qui font quasiment de la provocation. Je pense à Mario Draghi, par exemple, qui imagine un État fédéral le plus rapidement possible. C'est invraisemblable. Les peuples qui déjà se révoltent contre une immigration débridée, là, se révolteraient et ça serait la terreur en Révolution française, ça serait rien à côté. Donc, je crois que les Européens devraient trouver comment dire, en eux la force de réorganiser leur coopération. Et s'ils ne font pas ça, l'Union européenne s'effondrera. L'Union européenne, telle qu'elle est imaginée actuellement, n'a pas d'avenir. N'a pas d'avenir, mais la coopération en Europe elle-même, qui est nécessaire, qui est utile, que personne ne rejette. Le général de Gaulle parlait d'une Europe des nations. Hein, et il disait qu'il fallait prendre les nations en tant que telles, les peuples avec leurs spécificités, les droits avec leurs spécificités, etc., etc. Eh bien, tant qu'on n'aura pas fait machine arrière et qu'on ne sera pas revenu à ce respect des peuples, ce respect des nations, eh bien, le système pénalisera chacun des États et de toute façon ira à sa perte. Voilà, ça c'est une analyse tout à fait personnelle, mais c'est celle que je développe dans mes livres, y compris dans celui que je suis en train d'écrire. Dieu n'a pas béni l'Amérique, mais il n'a pas béni l'Europe non plus. Pour l'instant, c'est un titre provisoire. Et la suite, et on sera très heureux de vous recevoir à cette occasion-là. Puisqu'on est au dialogue franco-russe, et comme chaque fois je souligne, nous croyons en cet avenir encore entre la Russie et la France. Croyez-vous en coopération entre les pays, l'Union européenne, les nations de l'Union européenne, et notamment la France, avec la Russie? Dans combien de temps ça peut revenir à la normale? Alors, bon, réellement? Oui, alors il faudra du temps, parce que la fâcherie a été grave. Mais c'est ce qui était en train de se produire avant que tout dégénère par la volonté des États-Unis. La Russie se rapprochait du mode de vie des autres pays européens, parce que c'est l'Europe. Hein. Je vous rappelle que De Gaulle disait l'Europe de l'Atlantique à l'Oural. Hein. Bon. Il enlevait l'Asie, mais enfin bon, le symbole était là. Et c'était ce qui était en train de se produire. Donc il faudra revenir à ça. Les grandes sociétés européennes, notamment les sociétés françaises, mais pas que, les autres aussi, étaient installées à Moscou, à Saint-Pétersbourg, bon, et dans toute la Russie. Donc il va falloir revenir à ça, à ces échanges. Mais combien de temps faudra-t-il? Ça, Dieu seul le sait, hein. Mais ça devrait, compte tenu de la situation actuelle, aussi bien en Europe qu'ailleurs dans le monde, il faudrait que ça aille assez vite. Il faudrait que ça aille assez vite. Alors on pourrait parler évidemment de la situation géopolitique des États-Unis. Hein. Les États-Unis sont confrontés à un rejet dans le monde.
ils se sont aperçus, alors qu'ils avaient un orgueil démesuré, qu'ils pensaient qu'ils pouvaient exporter leur façon de vivre et de penser un peu partout, ils viennent de réaliser, au cours des 10 dernières années, que ce n'était pas le cas et qu'ils étaient parfois même haïs. Hein. Donc, il y a des preuves. Hein. C'est pas moi qui l'invente, je ne fais que constater. Que des pays se soient réunis au sein des BRICS, au sein de l'OCS, donc avec la Chine, la Russie, le Brésil, etc., c'est un signe. Et que les routes de la soie irriguent jusqu'en Europe, en Afrique, c'est aussi un signe que ce soit accepté. Et puis il y a quelque chose aussi, c'est que l'Arabie saoudite est acceptée, alors qu'en 1974, avec le secrétaire au Trésor américain de l'époque, avait accepté de ne vendre son pétrole qu'en dollars, eh bien que désormais, elle accepte toute autre monnaie. C'est la preuve que les États-Unis, là, ont perdu pied dans un domaine qui était quand même leur domaine privilégié, le pétrole. Hein, le pétrole et le dollar. Le dollar, la dédollarisation du monde est en cours. Vous savez que la Russie, après les sanctions, elle a aussi, c'est une mauvaise analyse des États-Unis qui n'ont pas conçu que ce pays pouvait être résilient. Ils ont imaginé l'étouffer, d'abord en gelant les avoirs russes et puis en l'éliminant du SWIFT, hein, le système d'échange de capitaux. Bien, les Russes ont conçu le SPFS, hein, et les Chinois le leur. Et maintenant, les échanges de capitaux entre tous ces pays qui représentent quand même 75% de l'humanité se font en dehors du système SWIFT. Je dirais que c'est une défaite. Et la dédollarisation du monde continue. Alors ça va poser un problème aux États-Unis, parce que les gens, ne voulant plus de dollars, n'achètent plus les bons du Trésor américain. Et les États-Unis vont se trouver confrontés à une masse de dollars qui va provoquer chez eux très certainement de l'inflation, hein, et une crise économique, et une crise financière. Donc voilà ce que je peux dire en quelques minutes sur la perception que le monde peut avoir des États-Unis. Hein. Et puis regardez ce qui se passe au plan militaire. Plan militaire, bon, je le dis, je le répète, c'est un peuple, enfin c'est un peuple, non, je mets à part le peuple américain qui est un peuple tout à fait respectable, mais les États-Unis n'ont pas gagné une guerre depuis, hein, comme on dit en Afrique. La guerre de 39-45, c'est Hollywood qui l'a gagnée, mais la réalité, non. Hein. Les Russes ont perdu 26 millions d'hommes, c'est quand même... les Anglais ont eu leur part, mais les troupes, c'est quand même le débarquement du 15 août 1944, qui était un débarquement français, qui a permis la remontée vers le Rhône et l'Allemagne. C'est quand même l'armée Juin qui a débloqué le verrou du Mont Cassin et qui a permis là, aux troupes américaines de remonter vers Rome. Ils n'ont pas gagné la guerre de 39-45, ils l'ont co-gagnée avec toutes sortes de pays, avec de nombreux pays participants. Et après, si on fait le bilan, Corée, échec, partage. Hein. Corée, on peut passer, le Vietnam, échec. Ils sont partis la queue entre les jambes. Hein. Le raid qu'ils ont mené il y a quelques années, hein, sur l'ambassade en Iran, ils ont perdu tous leurs hélicoptères. Somalie, pareil. Et puis après l'Afghanistan, ils sont partis comme ils ont quitté le Vietnam. Hein. Donc, les pays n'ont plus confiance dans la puissance des États-Unis, qui est tout à fait relative. Et quand vous avez... À propos de la guerre en Irak, là aussi, hein, qui a été
qui a été une défaite. On a créé le chaos, on ne peut pas dire que ce soit une victoire. Quand vous avez en Syrie, pareil, le chaos, et que vous avez une secrétaire d'État qui dit à propos de 500 000 enfants qui sont morts là-bas sous les bombardements états-uniens, que ça en valait la peine, ou qu'un Colin Powell à la tribune des Nations Unies, en montrant un flacon et en faisant passer des images de camions, accuse le régime de Saddam Hussein d'avoir des armes de destruction massive et dit que c'est la 4e armée du monde. On aurait voulu savoir quelles étaient les 3 autres armées. C'est du mensonge. Et ils sont coutumiers du fait. Comment voulez-vous qu'un pays, aujourd'hui, où on a dans le monde entier la présence de l'information, information de masse, parfois plus ou moins vraie, mais où on peut trouver l'information réelle, comment voulez-vous que ce pays soit cru et soit respecté et soit suivi? Certes, sauf que si l'empire est en train de perdre, elle est dans l'agonie, il peut devenir beaucoup plus dangereux. Pensez-vous qu'au contraire, on vit le moment le plus dangereux de l'histoire? Alors, le plus dangereux de l'histoire, je ne sais Moderne, pas, mais ça peut être, oui, de l'histoire moderne. En tout cas, on vit un changement. Un changement, on passe de l'unilatéralisme, dont la domination, pas absolue, mais en fait, la domination effective des États-Unis sur la plupart des États de la planète, au multilatéralisme. Et ça, c'est, à mon avis, une très bonne chose, parce que c'est le respect des peuples, c'est le respect des indépendances nationales, c'est le respect des souverainetés. Mais les États-Unis qui ne sont pas habitués finalement à être contestés risquent de réagir vigoureusement. Alors comment peuvent-ils le faire? Je ne pense pas que ce soit du côté de l'Ukraine, qui pour eux, sans vouloir revenir sur ce qu'on disait tout à l'heure, l'Ukraine qui est une affaire en voie d'extinction. Mais du côté du Pacifique, où alors là, leurs intérêts sont majeurs. Là, que va-t-il se passer à propos de Taïwan, qui est une île indépendante, enfin indépendante, oui, mais qui est chinoise et qui, pour l'instant, ne veut pas être rattachée au continent. Alors les États-Unis, dans cette affaire, soutiennent Taïwan. Mais il y a en face la masse de la Chine, la puissance de la Chine et l'action chinoise dans toute la zone Asie-Pacifique. C'est à ça qu'ils vont se heurter. Et si là, ils sont à nouveau contestés, et si ils sont obligés de reculer, je ne sais pas comment ça va se produire. Je ne sais pas ce que ça va donner, mais ça risque d'être très difficile. Ça risque d'être très difficile. Mais espérons que ce changement et la naissance du monde multipolaire n'aura pas de répercussions graves dans le monde. Alors, c'est ce qu'il faut espérer, c'est ce qu'il faut souhaiter. Mais vous savez, quand vous avez autant de pays qui se réunissent à Moscou pour discuter de l'avenir du monde, il y avait plus de 140 nations représentées, c'est que sur 193 pays représentés aux Nations Unies, c'est que l'audience des États-Unis est de moins en moins importante. Bon, elle est toujours importante, hein, c'est pas ce que je veux dire, mais c'est de moins en moins sensible. Et ils sont de plus en plus contestés. Alors, mais vous avez raison de dire, comment vont-ils réagir? Comment vont-ils réagir? Et c'est là que l'élection présidentielle du mois de novembre prend toute sa place. Qui sera le futur président et comment va-t-il faire pour répondre à ce défi que ce pays auquel ce pays est confronté. Merci beaucoup Henri Roure pour ce dialogue et surtout de maintenir nos liens. Avec plaisir, c'est toujours un plaisir Merci. de parler avec vous.